Allez, salut les graphes, on se fait la vidéo hebdo en deux parties comme d'habitude. Première partie macro et indice, et deuxième partie sur les actions. Et la deuxième partie, je regarderai pas mal d'actions que j'ai en portefeuille cette semaine, plutôt que de faire la liste habituelle. Donc première partie, partie macro, beaucoup de choses à se dire. La Chine a fini par tirer. Ça faisait un moment qu'on s'en parlait, que pour moi je vous disais que ce qu'ils étaient en train de faire au niveau de la baisse des taux, c'était pas suffisant, c'était pas ce dont on avait vraiment besoin. Il fallait qu'ils tirent sur le stimulus fiscal. Toujours la même chose, du déficit, du bon gros déficit, du stimulus, bref, pour essayer d'atteindre la target. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on tire le gros bazooka, si vous voulez, pour essayer de pousser, alors à acheter des actions, ça marche plutôt bien, mais à pousser le consommateur à consommer, et à consommer en interne, ça va nécessairement marcher. C'est ça qu'il va falloir voir, évidemment, au niveau de la Chine, parce que si vous regardez le Japon l'a fait, si vous voulez, avec un gros bazooka pendant des années, et ça n'a jamais réellement permis de vraiment relancer, l'économie, vraiment, relancer tout cela. Il a fallu le Covid un petit peu pour qu'on retrouve un petit peu d'inflation et de croissance. Et donc ça, voilà, c'est, au-dessus de l'inflation. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc c'est la même chose quand on va parler du luxe et cetera. C'est OK, dans un premier temps, oui, je peux me dire: «Il y a du stimulus, il y a du pognon de partout, donc moi je paye», hein. Mais si j'essaye de me projeter, est-ce que mon consommateur va vraiment y réagir? En gros, vous devez toujours réfléchir le truc comme ça. Imaginez, vous êtes dans une dépression économique, vous avez du mal, c'est compliqué, vous mettez de l'argent de côté, vous avez peur de l'avenir. Que le gouvernement vous offre, si vous voulez, des facilités de paiement, vous offre une réduction des taux, vous offre du stimulus avec des aides à droite et à gauche, vous allez utiliser, mais vous n'allez pas nécessairement non plus partir en mode c'est la fête, je dépense jusqu'au dernier centime sur mon compte, le gouvernement est là pour me sauver de toute manière. Donc vous voyez, il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si réellement l'économie est vraiment mal en point, que le consommateur a vraiment le moral miné, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, ça ne poussera pas non plus les achats. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir voir au niveau économique dans les mois à venir pour pouvoir réellement juger. À court terme, on rentre comme des bourrins sur les actions. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la Chine, et c'est exactement ce qu'on anticipait et ce qu'on voulait voir. Ça a tardé, certainement que le Parti communiste a dû vouloir ne pas croire qu'ils avaient besoin de faire ça, mais au final, on prend exactement ce que font les États-Unis et la Chine continue de copier. Donc on est en plein là-dedans, et évidemment, la question qui va se poser maintenant, c'est si l'économie chinoise se relance, bah, c'est bien pour les économies occidentales. Ça va nous éviter la grosse récession dont on commençait à hésiter, on avait peur. Mais imaginez maintenant, comme je vous ai dit, cet impact-là, ce n'est pas forcément un vase communicant. Donc vous pouvez continuer d'avoir un ralentissement économique en Occident. Et si l'économie chinoise rebondit, elle va être grosse consommatrice de ressources minières, de matières premières. Et c'est pour ça que, également, en parallèle de cela, on avait beaucoup joué de valeurs minières et de valeurs liées à différentes matières premières. Si les prix des matières premières augmentent, ça veut dire, et que donc la demande augmente, etc., ça veut dire qu'on a également un retour de l'inflation. Une inflation linéaire. Ok, donc c'est pour ça qu'on avait préparé sur les différentes vidéos, ça serait une inflation linéaire. Donc on se retrouverait avec des économies occidentales qui ralentissent graduellement. Pour l'instant, on reste dans le soft landing, on n'est pas dans la récession, et une inflation qui redémarrerait par l'inflation des matières premières, donc de la stagflation. Donc en gros, ça, l'idée, si vous voulez, je ne vous dis pas que ça va se passer comme ça, mais l'idée, c'est toujours d'essayer de voir le coup d'après. Donc là, on a eu ce qu'on voulait, et maintenant, donc on continue de surfer sur la vague, et le coup d'après, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Est-ce que je vais relancer ma demande sur mes matières premières? Est-ce que la Chine va vraiment rebondir économiquement parlant, ou mon consommateur, je veux dire, vous avez beau faire ce que vous voulez, il va encore peiner? C'est ça qu'il va falloir voir. Et pour le luxe, c'est pareil. Vous avez le rebond parce qu'on est sur les liquidités, on a encore des liquidités, etc. Donc on joue à fond les actions et on joue à fond les actifs. C'est ce que font les Chinois aussi. Euh, mais l'économie réelle, est-ce que le stimulus va jusque dans l'économie réelle? C'est ça qu'il va falloir pondérer ces prochains mois.
Quand on regarde les taux, ce que l'on voit, c'est que vous avez une baisse des obligations, donc on a une petite résurgence un petit peu des taux. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de vous dire que ça anticipe. Le marché, il avait anticipé cette baisse des taux de la Fed. Le marché, il a anticipé que la Fed va continuer de baisser ses taux. Le marché, potentiellement, il se dit maintenant que la baisse des taux est enclenchée, que mon économie, potentiellement, est plus soft que récession dure, eh ben, peut-être que j'ai un petit peu trop anticipé de baisse des taux de la Fed et qu'elle va certes les baisser, les continuer de les baisser, mais peut-être pas au même point que ce que j'avais prévu. Du coup, on a un petit reflux sur l'obligataire. Donc dites-vous toujours ça. Si mon prime obligataire remonte comme ça veut dire que mon soft landing, je commence réellement à avoir peur sur ma récession. Ok, et donc là, on change complètement. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans le pivot entre le soft landing et j'arrive à redémarrer mon manufacturing et le stimulus chinois me met 5 balles dans la machine sur ce scénario-là. Si, même avec le stimulus chinois, j'arrive pas à redémarrer ma consommation dans les pays émergents, etc., et c'est pas mes pays émergents qui tirent un petit peu la croissance mondiale et qui me permettent à moi, pays occidental, de faire mon soft landing, eh ben, je pars dans une récession beaucoup plus dure. Et là, on est, si vous voulez, dans un cycle où j'ai un ralentissement qui se transforme en récession. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai expliqué dans une vidéo cette semaine, qu'on peut très bien avoir un ralentissement avant une relance de la tendance haussière. Et cette relance de la tendance haussière, elle se fera donc par la hausse des matières premières, par une inflation linéaire sur les matières premières, et donc un peu plus croissance molle et inflation linéaire. On résorbe la dette comme ça, ni vu ni connu, etc., petit à petit avec un petit peu d'inflation. Mais in fine, si vous voulez, si vous n'êtes pas investi dans les actifs et les actifs cycliques, value, matières premières, vous allez perdre du pouvoir d'achat. Donc c'est ça le scénario. C'est ça le scénario que je continue d'entrevoir. Mais il faut garder dans un coin de la tête que très certainement le marché continuera de faire à un moment donné des plans d'hésitation entre oh mon Dieu, les stats économiques peut-être des US sont en train de se dégrader un peu plus rapidement que ce que j'avais prévu. Donc je reviens et j'ai peur à mon niveau récession et je vends un petit peu tout, sauf grosso modo de l'énergie, les utilities et de la santé, du télécom, des trucs bien défensifs quoi. Euh, donc on en est là, pour moi. Je vous avais dit, l'été, de toute façon, ça va se décider. Ça va se décider sur l'été, sur le pivot. Et donc là, on est en plein dedans. Donc, une fois que j'ai passé ça, la grosse question qui va se poser, c'est sur le pétrole. Le pétrole, évidemment, si on dit ralentissement économique, etc., ben on en consomme un petit peu moins. Mais on le voit, on est sur la zone des 70 dollars qu'il faut absolument tenir sur le Brent. Si on commence à lâcher ça, on pourra commencer à se dire qu'on se dit que on part sur une moindre demande. On part sur le fait que l'Arabie Saoudite peut continuer d'ouvrir les vannes. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur ça, quand je vous avais parlé du retour du charbon qu'il ne fallait pas oublier, du nucléaire, toutes ces choses-là. Je vous avais expliqué que ça va être très intéressant dans les années à venir parce qu'on a toujours besoin du pétrole pour faire la transition. Donc on a toujours une demande importante, mais il faut préparer l'après. Parce qu'en gros, 10, 15, 20 ans éventuellement, ben, inexorablement, la demande de pétrole va baisser et continuer de baisser. Ce qui va faire une moindre manne financière pour tous les pays qui aujourd'hui vivent essentiellement de ça. Et font la guerre grâce à ça. Et font énormément d'investissements dans tout un tas de trucs pour se préparer à l'après. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est que personne ne sait quelles sont les réserves, puisqu'évidemment, les réserves stratégiques, on peut faire en effet des études, etc., et se dire peut-être l'Arabie Saoudite attend, 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 mais la réalité est probablement pas du tout corrélée, parce que vous comprenez bien que géopolitiquement parlant, vous ne pouvez pas vous permettre de donner réellement ce que vous avez dans le sol, puisque certains pourraient l'utiliser dans des négociations, etc., parce que si vous avez plus que 10 ans de pétrole dans le sol, ben, à un moment donné, si vous voulez, on va vous mettre la pression parce qu'on sait très bien que vous pouvez pas tenir. Donc, personne ne sait exactement ce qu'il y a, mais à un moment donné, si vous voulez, vous, en tant que pays producteur de pétrole, et vous n'avez pas grand-chose d'autre, ben, vous êtes obligé de diversifier, pas faire comme le Qatar avec la perle, jusqu'à la perle de synthèse et de se retrouver comme un couillon après. Et donc là, on a une seconde chance avec du pétrole, et l'idée, c'est, voilà, qu'est-ce que je fais? Soit je pompe pas tout ce que j'ai pour essayer de maintenir, pour essayer de pas surproduire, pour essayer de maintenir les prix hauts et essayer de gagner le plus d'argent de ce que je pompe de mon sol. Soit je veux pas rester sur le dos, si vous voulez, dans 10 ans potentiellement, il y aura beaucoup moins de demandes, beaucoup plus de compétition et les prix éventuellement, je ne sais pas ce qu'ils feront.
Mais je ne veux pas me retrouver avec énormément de pétrole dans mon sol à un moment donné où plus personne n'en veut. Et donc, j'ai perdu ma manne financière. Et donc la question, c'est j'ai cette dualité, j'ai ce dilemme-là. Soit aujourd'hui, je résorbe, si vous voulez, mon offre pour essayer de maintenir des prix hauts, pour essayer de vendre le plus cher possible que je peux, avec le risque que dans X années, avec la baisse de la demande, je me retrouve avec beaucoup de pétrole encore dans mon sol que je n'ai pas réussi à vendre. Soit je me dis, bah, peut-être que ça serait bien que je le vende moins cher, mais que je vende tout. Et que ça va plus me rapporter d'argent finalement. Donc, est-ce que je ne me mets pas à investir dans mon produit? Est-ce que je ne me mets pas à surproduire pour balancer le maximum que je peux? Peut-être que oui, ça va impacter le prix du pétrole, ça va le faire baisser, mais comme je vais en vendre plus en volume, éventuellement, ça me fait une manne financière supérieure. Et comme vous le savez, tous les pays du Golfe, globalement, ils sont dans des énormes déficits, parce qu'à part le pétrole, ils n'ont rien, et c'est le collatéral aujourd'hui. Sauf que ce collatéral, eh ben, en 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est difficile à savoir exactement combien de temps ça va durer. Parce qu'on est dans une transition, et transition, c'est assez long, cette transition-là, mais elle advient. Donc vous voyez un petit peu cette dualité, et cette dualité, elle va avoir lieu encore pendant toutes les années à venir. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'entrevoir le prix du pétrole, parce qu'en plus, vous avez la guerre. Il y a la guerre en Ukraine, éventuellement, on va vers un cessez-le-feu, mais éventuellement, vous avez une autre guerre qui peut commencer entre l'Iran et Israël, on ne sait pas. Le pétrole, en ce moment, là aussi, est à un pivot, si vous voulez. Parce que vous, faut pas oublier que le premier producteur, ce sont les Américains grâce au schiste aussi. Donc n'oublions pas ça par rapport à ça. Mais tout ce petit monde, si vous voulez, on s'en était parlé déjà depuis de nombreuses années. 60-70 $, c'est le prix qui convient globalement à tout le monde. Si on passe en dessous des 60 $, il y a beaucoup de producteurs qui commencent à perdre de l'argent. Donc là aussi, c'est c'est des enjeux qui sont au-delà de la simple offre et demande, mais vous voyez des enjeux qui sont géopolitiques aussi. Donc c'est très compliqué d'entrevoir la suite, mais clairement le pétrole aussi et sa baisse ou sa montée potentielle a une influence sur l'inflation, a une influence sur le pouvoir d'achat du consommateur, et donc aura un impact aussi sur où est-ce qu'on met le curseur entre soft landing et une récession beaucoup plus dure, entre une reprise économique ou une stagflation. C'est ça aussi, voilà, c'est des éléments qui vont être très importants et sur lesquels on est en train de jouer actuellement pour l'événement macro qui va suivre. Si je vais regarder le cuivre, vous voyez, on a un gros rebond sur le cuivre, ça c'est chinois. Donc on joue à fond, si vous voulez, que avec le stimulus, il faudra encore le prouver, mais on va relancer la demande et donc on va relancer la demande pour les matières premières. Donc ça aussi, n'oubliez pas, et même si on a de plus en plus de verre, d'investissement vert, comme il y a une croissance des besoins énergétiques, si vous voulez, le mix devient de plus en plus vert, mais vous avez toujours autant besoin de charbon, toujours autant besoin de gaz naturel, toujours besoin de pétrole. C'est comme votre besoin global augmente, vous gardez plus ou moins le même besoin sur les énergies fossiles, voire même elles augmentent un petit peu. Tous les pays émergents augmentent aujourd'hui leur production et leurs besoins de charbon, il ne faut pas l'oublier. Donc nous, en Occident, on réduit, mais ce n'est pas suffisant pour contrebalancer. Dans le monde, vous avez besoin de plus de charbon. Donc on se retrouve, vous voyez, avec des désinvestissements massifs qui ont eu lieu parce que ce n'est pas l'avenir, mais il faut quand même en produire suffisamment longtemps pour que tout le monde passe au renouvelable au fur et à mesure. Et vous avez 10, 15, 20 ans éventuellement de transition. Donc il y a des pays qui sont plus pragmatiques que d'autres dans l'utilisation de ça. Mais on joue à plein là-dedans. Et l'euro-dollar, je vous avais dit, pour moi, ça va être aussi un gros carrefour. Et vous voyez, on est toujours sur le carrefour. Ici, on a l'air d'être mûr pour le break. Si on break ça, pour moi, on le voit déjà cette semaine, mais on pousserait encore plus sur pays émergents, rotation, c'est-à-dire sous-performance des États-Unis par rapport aux pays émergents, et j'inclus l'Europe dedans. Ça serait l'idée aussi plus de soft landing et de reprise du manufacturing, c'est-à-dire que les services ralentissent, mais les cycliques manufacturing redémarrent. Donc on a une espèce de latence de 6 mois, 6-9 mois, je dirais, entre les deux. Et il va falloir compenser. Parce que si le manuf ne redémarre pas, que les services ralentissent, c'est là où vous avez l'aspect récessif qui ressort du bois. Et si on a l'aspect récessif qui ressort du bois, il ne faut pas se leurrer, le dollar continuera de faire refuge et on ira revisiter certainement le bas de la figure. Ça ne tuera pas le scénario, on va dire, moyen terme encore, ça le remettra à plus tard. Donc vous voyez, on est sur ce carrefour-là où on est en train de choisir
le reste. Vous voyez, hein, toutes les valeurs minières aujourd'hui, paraminières, etc., cette semaine ont énormément performé aussi par rapport à ça. Donc, on est vraiment dans un consensus. Le marché, je veux dire, il a réagi très très rapidement. Je vous remets pas ce graphique-là, mais je vous le remets quand même pour dire que vous voyez bien, de toute manière, depuis quelques mois déjà, la surperformance que peuvent avoir des valeurs cycliques value. Donc le marché, il était déjà en anticipation. La Chine, quelque part, c'est on dégoupille, on dégoupille, si vous voulez, la bouteille de champagne, mais quelque part, on avait déjà bien secoué la pulpe, enfin, les bulles auparavant. Donc vous comprenez l'idée, on s'en parle déjà depuis de nombreux mois, et aujourd'hui, ce que tout le monde est en train de discuter là, en tant que évidence a posteriori, c'était quelque chose à préparer. On prépare les listes et on bâtit le timing. Et comme je vous l'ai dit, dans la construction, en fait, vous avez toujours des sous-vagues avant que ça devienne consensus. C'est typiquement, enfin, ce qu'on a vu. Si vous suivez ces vidéos-là depuis, je dirais, une année, typiquement, vous avez vu la construction des hypothèses de travail, vous avez vu les zigzags, les sous-vagues, etc. Et au bout d'un moment, paf, c'est la grosse vague scélérate qui part parce que là, ça fait consensus. Parce que le marché, si vous voulez, il passe pas de A à B, il a besoin de faire des hésitations, etc. Et petit à petit, de convaincre de plus en plus de monde que c'est ça le nouveau truc, la nouvelle tendance. Et paf, quand ça part, que tout le monde le voit, si vous voulez, vous aviez déjà les balbutiements qui étaient déjà en place. Donc, toujours la même chose dans les constructions de figures. L'uranium aussi, le nucléaire, on est en train de repartir plein pot dessus. On voit que tout ce qui est IA, data center, etc., il y a besoin, il y a quand même des choses importantes. Il y a même Microsoft, Amazon qui sont très intéressés de racheter directement des centrales nucléaires ou d'acheter des centrales nucléaires modulaires. Donc on a pas mal de choses aussi là-dessus, sur l'énergie. Et le nucléaire est redevenu vert. C'est superbe. Et dernièrement, j'ai même vu des trackers ESG. Je vous ferai une vidéo sur les trackers parce que pour moi, les ETF, c'est en train de devenir. Enfin, c'était ce dont on avait parlé déjà il y a 3 années que ça allait être comme ça, hein, qu'on allait repeindre en vert les valeurs pétrolières juste parce qu'elles investissent énormément dans le renouvelable dorénavant. Mais voilà, donc on repeint tout le monde en vert pour l'ESG pour qu'on puisse intégrer ces valeurs-là, même si elles ne sont pas ESG complètement, on les repeint en ESG, comme ça on peut les intégrer, on peut performer, parce que sinon ben, vos fonds ESG sous-performent déjà depuis 2 ans, et ben, au bout d'un moment, si vous voulez, on veut bien être vert, mais si c'est pour perdre des clients et perdre des commissions, ça ne convient plus. Donc hop, on fait un petit peu de peinture verte sur l'ESG, c'est toujours la même idée. Au niveau du CAC 40, je vous ferai une vidéo sur les ETF, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Au niveau du CAC 40, donc on a le luxe qui a évidemment le plus profité. Ici, vous aviez l'épaule, tête, épaule inversée dont je vous parlais. On a le break ici. La question, c'est est-ce qu'on s'arrête ici? On a un petit bloc, il n'y a rien de méchant. Si on vient faire le pullback, pour moi, cette zone des 7006 dorénavant est support et acheteuse. Si on repasse en dessous, c'est là où on reparle de faiblesse. Si on réintègre la précédente figure et l'oblique, c'est là où on parlera de faiblesse. Tant qu'on est au-dessus, pour moi, tout pullback, toute consolidation, ça s'achète, ça s'accumule. Le but, c'est d'essayer de percer les 7008 pour essayer d'aller chercher les 7009 et plus si affinité. Mais dans l'idée, vous aviez ici entre les 7100 et les 7007 à peu près 600 points. L'idée, c'est de revenir à nouveau sur les plus hauts. Alors, je pense qu'on s'arrêtera un petit peu avant, ça c'est les objectifs théoriques, mais on va voir. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus des 7006, je joue le scénario. Oui, il devrait y avoir des consolidations parce qu'on a quand même tapé, vous avez vu, des gaps assez énormes. Je vous avais dit ça sur SAML, etc. La volatilité que vous avez sur les grosses caps, c'est tout à fait énorme. Ok, d'habitude, on va sur les grosses caps parce qu'on veut réduire la volatilité. Là, vous avez des volatilités énormes sur les grosses caps. Alors évidemment, tous les débutants vont vous dire bah, c'est super, c'est génial, voilà pourquoi il faut acheter des grosses caps. Mais non, on est dans de l'exceptionnel actuellement, c'est parce qu'on a concentré pendant toutes ces années. Et c'est pour ça maintenant qu'on se retrouve avec la volatilité. C'est le risque. Je vous avais dit, le risque, c'est pas que la tendance baisse, c'est pas que la tendance se renverse à la baisse, c'est la volatilité qu'on peut subir et dont on n'est plus habitué à subir. Surtout, c'est ces gros titres qui maintenant trustent les indices. Et donc vous vous retrouvez avec aussi de la volatilité sur les indices. Et donc ça, pour moi, voilà, on est en plein dedans également. Donc vous voyez, tous les trucs, on en parle au fur et à mesure, paf, ça s'imbrique, ça s'imbrique, ça s'imbrique. Euh, le Nasdaq, si je dois regarder le Nasdaq, pour moi, on est dans la même idée. On a pété les 19 500 points, on a pété les 19 008.
Donc on reviendra certainement venir dans cette zone-là, les tenir. Tant qu'on va tenir une zone comprise entre les 19 004, 19 008, on est haussier. Tout retour sur cette zone-là, c'est des achats. Et là, maintenant, il faut passer. C'est-à-dire, on est venu refermer le gap. Pour moi, c'était mon objectif. Maintenant, je suis un petit peu dans le quid. Vous rappelez, j'avais tracé ça un petit peu au pifomètre. On est dessus. Hier, on est venu la tester, on est venu résister. C'est plus ou moins corrélé avec le haut du gap ici aussi. Donc là, maintenant, soit on hésite, on consolide un petit peu, ce qui serait pas méchant, et on revient chercher cette oblique ici aux alentours des 19 007 pour trouver un support et essayer de relancer et breaker vers des nouveaux plus hauts. Soit on va avoir un petit peu plus de mal et on va réintégrer jusqu'au 19 005. Il n'y aura pas de drame, hein, 19 005, 19 004, 19 003, mais ça sera pour moi un premier signal aussi qu'il faut commencer à être prudent. Il faut commencer à être prudent sur les indices qui sont concentrés sur spécifiquement certaines valeurs. Comme vous pouvez le prévoir, la surperformance et les choses vraiment intéressantes se passent hors des indices dorénavant depuis plusieurs semaines, et la Chine a catapulté un petit peu ce mouvement-là aussi. Donc on est en plein, voilà, dans tous les éléments dont on parle déjà depuis un petit moment, mais c'est pour moi ça qui était important. Le gaz naturel également, sous-estimez pas le gaz naturel, vous voyez, on arrive sur l'hiver, il y a des tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, c'est très lié aussi au secteur chimie, très lié aux matières premières, très lié également à scénario d'inflation linéaire. Donc vous voyez, on est revenu chercher ici cette oblique-là, on fait la conso, si on break, vous pouvez avoir pour des éléments géopolitiques X ou Y la cassure qui justifie, mais moi ce que ça voudra dire, c'est également matière première, inflation linéaire. Donc ça peut faire peur dans un premier temps sur les éléments récessifs aussi. Prix de l'énergie plus cher veulent aussi dire moins de pouvoir d'achat pour mon consommateur. On arrive pile poil dans les élections US, dans la dernière ligne droite, où on sait que c'est un gros sujet. Bon, on est à 2 mois si vous voulez, donc même s'il se passe des choses, ça n'aura pas le temps d'impacter le consommateur in fine, donc c'est déjà passé. Mais voilà, c'est des gros moyens de pression. Donc matière première, ça se regarde de près parce qu'on est aussi là sur des tournants, à savoir qu'est-ce que les pays producteurs peuvent décider de faire. Sachant que bien évidemment, comme c'est souvent rappelé, on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de guerres sont financées par un certain nombre de pays grâce à la manne financière des matières premières. Ça peut aussi être un moyen de pression. Mais comme on l'a dit, tout le monde est un petit peu lié. On le voit bien en Ukraine, si vous voulez, c'est-à-dire on veut bien on veut bien donner des armes, faire la guerre, mais il ne faut pas nécessairement tirer n'importe où sur n'importe quoi. Il y a des règles. C'est un petit peu des drôles de guerre, si vous voulez, où on utilise, c'est l'humain finalement, la denrée sacrifiée et la moins chère, ce qui est bien dommage. Et donc du coup, le pétrole, on pourrait se dire oui, on pourrait en effet produire tout ce qu'on veut au taquet, etc., pour faire baisser les prix, pour pousser les pays en guerre justement à devoir forcément faire la paix puisqu'ils n'auraient plus cette manne financière-là. Mais en même temps, ça serait taper aussi sur une manne financière aujourd'hui pour les pays comme les États-Unis qui sont devenus le premier producteur grâce au schiste. Et le schiste, c'est quand même rentable, je crois, à 60-70 $ pour la majorité des puits, enfin, et des mines. Donc voilà, on comprend bien que tout ce petit monde est interconnecté, si vous voulez, et qu'il faut un petit peu jouer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Juste pour terminer, l'argent, on a bien compris que le monde de demain, ce sera un monde qui aura quand même de la dette. Alors, on va peut-être faire vivoter l'inflation, comme je vous dis, avec une inflation linéaire qui permet aussi de résorber un petit peu la dette. Il faut maintenir la croissance pour éviter que la dette sur PIB monte trop. Voilà, c'est ces aspects-là. Mais demain, je veux dire, les gouvernements peuvent un petit peu se serrer la ceinture, mais c'est surtout les banques centrales qui reviendront avec un quantitative easing pour acheter de l'obligataire, pour faire en sorte que les taux longs des obligations, si vous voulez, ne montent pas trop, pour faire en sorte que les charges d'intérêt ne montent pas trop non plus. Donc, à un moment donné, si vous voulez, les banques centrales ressortiront du bois non plus avec seulement des baisses de taux, mais avec également des rachats d'actifs et notamment des rachats d'obligations. Donc sur cet aspect-là, on a bien compris d'évaluation des monnaies, comme toujours, si vous voulez, peut-être une accélération de celle-ci, et c'est pour ça aussi qu'on a une accélération au niveau de l'or, ça vous le savez déjà, mais au niveau de l'argent qui, je pense, pourrait enfin, potentiellement, retrouver de la surperformance. En tout cas, on a tout briqué, et pour moi, on s'ouvre la voie
du prochain niveau qui est aux alentours des 36-37. Je vise bien plus haut sur tous ces aspects-là. Donc tout ce qui est minière, aurifère, etc., pour moi, on est toujours voilà, dans la sous-vague et on va arriver sur les objectifs qu'on avait dit, hein, sur CDE, etc., Eclat Mining et compagnie. On va petit à petit, on n'est plus très loin maintenant des objectifs qui sont pour moi les objectifs de prise de profit. Et après, on verra un petit peu tout ce petit monde, parce qu'il y aura forcément une partie d'un moment où les gouvernements vont se serrer la ceinture pour réduire un petit peu les déficits, et c'est la banque centrale qui va devoir prendre le relais avec du quantitative easing. Mais in fine, on sait très bien, si vous voulez, que ces réductions de déficit, ça dure un temps, et puis après, on repart pour un tour. Donc essentiellement, comme c'est des dénominateurs, si vous voulez, bah, il faut travailler soit sur la croissance, soit il faut travailler sur la réduction de la dette. Mais on va plus travailler sur la croissance, plus travailler sur la charge d'intérêt et que sur la dette en valeur pure. Voilà un petit peu pour cette vidéo fourre-tout, synthèse, comme d'habitude, j'espère le plus clair possible. J'essaye de vous dire un petit peu tout ça, les éléments, et toujours d'aller chercher le coup d'après. C'est ça pour moi qui est le plus important. Pas l'acheter si vous voulez, parce qu'il faut toujours attendre le timing. Vous voyez, c'est un paquebot. Il y a certaines choses dont on parle déjà depuis un moment, ont mis le temps, brique par brique, de se mettre en place. Mais voilà, mon but, c'était toujours de vous exposer le scénario, comment les choses vont ensuite se déplacer, pour essayer toujours d'avoir un coup d'avance dans la préparation mentale, pour jamais être surpris. C'est ça le plus important, toujours être préparé, et donc pouvoir faire tourner aussi le portefeuille le plus rapidement possible si le marché décide de faire des revirements plus soudains. Et on le voit, le marché, plus il est blindé d'argent, et plus il est rapide dans ses revirements. C'est ça la leçon déjà depuis le Covid. On n'a fait que accélérer en fait la rapidité du marché, ce qui crée la volatilité, les concentrations puis la volatilité, et ce qui peut évidemment vous faire penser que c'est du n'importe quoi. Mais si vous prenez le recul nécessaire, ce qui est l'objectif de ces vidéos, vous voyez que on a beaucoup plus la vue d'ensemble. Et c'est cette vue d'ensemble-là qui est pour moi le plus important, parce qu'au jour le jour, c'est ça qui va vous éviter d'être complètement baladé par le marché. Excellent week-end à vous, je vous donne rendez-vous à la seconde vidéo, n'oubliez pas, et je vous remercie pour tous les likes, les partages, les commentaires, voilà, ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer, ça me dit que voilà, ça sert un petit peu à quelque chose quand même, que c'est suffisamment clair et audible pour éventuellement vous aider, c'est le but, et je vous retrouve à la seconde vidéo. Je lirai avec plaisir vos commentaires également, comme chaque fois. Salut les graphes.